Alors, il faut dire que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, le contexte joue un rôle important. Et dans le cadre des activités menées par des entrepreneurs, bien évidemment, le marché est local. Le marché est local, pour ceux qui sont dans un environnement qui dessert un marché restreint, il peut également être ouvert, quels que soient les environnements. Dans tous les cas, il faut bien s'adapter aux contraintes de l'environnement. Alors, si nous parlons de l'environnement africain, commençons par le Cameroun, l'Afrique centrale, africain, parce qu'il faut dire que c'est vraiment pas homogène. Et même lorsque vous allez rentrer au Cameroun, les secteurs ne sont pas les mêmes. Il y a quand même des comportements de marché qui sont intéressants à maîtriser. Et c'est la raison pour laquelle certaines lectures ne sont pas inutiles, notamment la sociologie. Il faut savoir comment se comporte le consommateur. Alors, le comportement du consommateur dans des environnements précis sont à apprécier, à analyser et voir comment est-ce que, parce que qu'on le dise ou pas, à la fin de la journée, ce qui est important, c'est d'avoir fait la vente. Et donc, de ce point de vue, il faut avoir un marché, il faut avoir des consommateurs. Je vous prends un exemple simple. Moi, je me souviens, lorsque j'ai réalisé le premier ouvrage sur PME et développement durable, et c'était en 2007. En 2007, quand on a commencé les études, on était intéressés à voir comment est-ce que la problématique du développement durable s'exprime ici. Est-ce que les entrepreneurs ici, comme ceux du Canada par exemple, pourraient être intéressés à transformer leur process pour servir un marché vert? Et on se posait la question de savoir, est-ce que dans notre environnement, il y a un marché vert? Est-ce que le marché vert est vraiment un marché propice, un marché rentable? Et puis on s'est rendu compte que même si on avait quelques entreprises dont les entrepreneurs ici étaient sensibles à la problématique du développement durable, le marché était quand même assez étriqué. Et donc de ce point de vue, il pouvait être difficile de vendre des produits et d'être rentable dans ce marché, au moins à cette époque-là. Et même plus tard. Donc, on voit que l'environnement, en fonction de ces problématiques, en fonction de ces enjeux, présente également un ensemble de contraintes. Alors, par contre, il y a des contraintes également anthropologiques assez fortes. Si vous prenez le cas de notre environnement, vous allez vous rendre compte que, dépendamment du secteur, dépendamment de la zone même, vous avez des comportements, si vous venez à l'Est par exemple, nous sommes les hommes de la forêt. À la forêt, on se comporte d'une certaine manière, nous avons le sol, nous avons les arbres qui produisent, on vit de la cueillette et donc j'ai pas envie de dire que nous sommes dans des facilités, mais nous sommes quand même dans un environnement qui permet justement de vivre de la nature. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on analyse le comportement des gens de la forêt, ce sont des gens qui vivent un peu sur la base de la rente. Et lorsque vous allez à l'ouest, on va vous dire le milieu est peut-être un peu dur, il faut travailler dur, la terre aride, il n'y a pas beaucoup de terre, il n'y a pas de... Donc, vous avez deux anthropologies complètement différentes. Et j'imagine, si vous installez dans ces différents endroits-là, vous allez tenir compte du comportement de cette anthropologie-là. Maintenant, de manière globale en Afrique, il faut dire que lorsqu'on est entrepreneur africain, on a quand même deux violences qu'il faut vaincre. On a d'abord la violence du sous-développement. Quand on dit sous-développement, à tout point de vue, infrastructurel, énergétique, routière, etc., vous allez vous rendre compte que ces infrastructures limitent notre génie créateur, parce que si vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas l'électricité en permanence, ça peut effectivement être un gros frein. C'est pas moi qui vais vous le dire. Si vous avez une boulangerie qui doit fonctionner 24 heures sur 24, si vous avez des brasseries, bref, dans tous les cas, le fait d'être dans cet environnement où cette violence-là, je ne vous prends pas le cas de la connexion Internet. Vous voyez, lorsque vous êtes dans d'autres environnements, la connexion, c'est à un clic. Ici, parfois, ça va tourner. Donc, la gestion du temps dans ce genre d'environnement peut également être préjudiciable. Et donc, de ce point de vue, l'environnement du sous-développement est un environnement assez particulier. C'est pour ça que les États, en réalité, investissent beaucoup sur les infrastructures. Parce que, comme vous le savez, les environnements qui accueillent les entrepreneurs, si ces environnements sont limités dans ces infrastructures-là, la difficulté est beaucoup plus grande. Donc, je pense que ça, c'est la première violence au niveau des infrastructures. La deuxième violence, on peut le dire aussi, c'est l'accès à l'information. Parce que vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, les Américains ne sont pas forcément les gens les plus intelligents, mais qu'ils ont développé des plateformes qui leur permettent d'avoir accès à l'information plutôt que tout le monde. Et donc de ce point de vue-là, ils seront toujours premiers. Il y a donc une sorte de course à l'information qui fait en sorte que chaque innovation, puisque vous savez l'innovation est brevetée, l'innovation est protégée. Si vous êtes les derniers à la voir, dans tous les cas, vous serez toujours les plus chers à payer. Et donc de ce point de vue, vous allez vous rendre compte que dans nos environnements, l'innovation, si elle n'est pas financée, parce qu'elle coûte extrêmement cher,
Moi, je me souviens d'une étudiante qui m'a dit, Madame, vous parlez d'entrepreneuriat, d'innovation. Où est-ce qu'on trouve l'innovation? En fait, les innovations se retrouvent dans les centres de recherche, se retrouvent également dans les laboratoires. Donc, si vous êtes dans des environnements où il n'y a pas assez de laboratoires, où il n'y a pas assez de recherche, où il n'y a pas, il est fort possible qu'on soit simplement consommateur des innovations des autres. Et moi, je pense qu'en Afrique, on a cet enjeu-là. Et si vous êtes un entrepreneur dans certains domaines, vous allez vous rendre compte que le pipeline de l'innovation dans les environnements africains est un pipeline qui n'est pas suffisamment huilé, qui n'est pas suffisamment financé, parce que je vous dis, les gens mettent de l'argent. Les armées américaines mettent de l'argent dans les universités pour la recherche. En réalité, nous, on les consomme peut-être 10 ans après, mais on est obligé parce que nous, on ne fait pas le chemin inverse. Et moi, je pense que c'est un environnement qui est un environnement limitant. On a beau clamer notre spécificité, vous savez, le sang qui coule dans toutes les veines semble qu'il est rouge, hein, que vous soyez noir, blanc, chinois, il reste rouge. Et donc, de ce point de vue, les recherches, en ce qui concerne le sang, vont toujours être les recherches universelles en termes de résultats. Et si nous sommes à la marge, nous allons toujours rester à la marge. Et c'est important, pourquoi? Parce que nous avons également des comportements anthropologiques, on en parlait tout à l'heure. Le corps, chez nous, par exemple, est sacré. Alors qu'ailleurs, les gens font les dons de leurs organes, les dons de leur corps pour les expérimentations. Alors, demandez à l'un d'entre nous là, de ne pas être enterré chez lui parce qu'on a pris le corps pour donner au CHU. Les gens vont vous dire non. Vous voyez, toute la célébration qu'il y a même autour du mort fait en sorte que l'enlever pour en faire des expérimentations. Les gens sont obligés de partir du Cameroun, aller faire des spécialisations ailleurs sur les corps et les cadavres des autres. Parce qu'ici, on aime nos cadavres. Et donc, vous avez ces comportements anthropologiques qui font en sorte que la recherche ne soit pas accélérée. Moi, je le dis, je le revendique parce que je suis un chercheur et on voit très bien quelles sont les limites qu'on a effectivement dans la recherche, qui ne sont pas seulement des limites financières, mais qui sont également des limites liées à nos comportements anthropologiques. Et là, je pense qu'il y a des petites révolutions à faire si nous voulons effectivement innover. Alors, n'oubliez jamais, lorsqu'on parle d'entreprise, c'est d'abord l'innovation. N'oubliez jamais d'aller protéger votre innovation. La propriété intellectuelle, c'est également tout un parcours, même lorsque vous avez seulement le nom de votre entreprise. Moi, mon nom est protégé, Obige Solutions est protégé. Et vous allez vous rendre compte que vous allez protéger le nom au niveau de l'OAPI, que nous avons actuellement, mais aussi n'oubliez pas sur le numérique. Au niveau du référencement, il faut bloquer, il faut protéger, Donc il y a toute une sécurité également qu'il faut avoir autour de ce qui peut vous revenir à vous. Même si il n'y a pas de petites innovations, mais ces obstacles ou ces limites ne devraient pas nous empêcher de voir grand. Moi, j'ai incubé un jeune que vous connaissez peut-être pendant 18 mois ici, c'est un peu plus, à peu près 22 mois, Borel Tegia, qui fait dans les drones. Et il sortait de l'école, fraîchement de l'école, et je trouvais ça très ambitieux de créer une entreprise. Il a commencé, il s'est rendu très vite compte qu'il ne pouvait pas continuer seul. Il a pris un polytechnicien, ensuite un dessinateur, parce que pour que le drone, par exemple, vole haut, il fallait un certain design. Lui n'est pas un designer. Donc, tout de suite, son entreprise a commencé à grossir, et puis ça a été un peu délicat au début, il a suspendu. Parce que c'est pas facile, il est reparti en entreprise pour avoir un peu d'argent. Après, il est sorti de l'entreprise, il est revenu. Bref, maintenant, il a son entreprise, il essaie de s'exprimer sur le marché. Mais l'enjeu, que ce soit pour lui, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres, c'est toujours de réinventer le produit. Et ça, c'est vraiment la préoccupation permanente de tout entrepreneur. Une fois que vous avez un produit, what next? What is the next step? Et là, si vous ne répondez pas à la question, vous aurez été entrepreneur. On parlera de vous 2 ans après, et ce sera tout. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment... Être un entrepreneur, c'est un métier, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie qui est un choix de vie assez particulier. C'est pas que vous n'allez pas être un humain normal, mais je veux dire, c'est quand même un engagement assez particulier qui va vous demander beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience, beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Et ce qui est bien, c'est qu'après chaque échec, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose et on ne repart pas de zéro, en fait. On ne repart pas de zéro. Mais ça fait mal, les échecs. Ça fait mal parce que vous perdez parfois beaucoup d'argent. Vous perdez beaucoup d'argent, vous êtes parfois la risée aussi de l'environnement, parce que lorsque vous êtes socialement incapable de subvenir à certaines charges, je vous dis, c'est pas gai du tout. Beaucoup après ça devient des employés parce qu'ils estiment que c'est plus stable, mais à force de persévérer, on finit par se rendre compte qu'on est utile à soi, on est utile à la société, et puis à la limite on est j'ai envie de dire éternel.
parce que vos œuvres parleront après vous aussi, en fait.